Les années 2000 dans le rap ont été une décennie décisive. Entre le gangsta rap qui perdait un auditeur malgré les gros succès de 50 Cent, la trouvaille d'excellents rappeurs qui ne viennent ni de la East et ni de la West Coast, la mainstreamisation du genre qui allait devenir le plus populaire, et enfin la création d'un son moderne et ingénieux par Kanye West, toutes ces caractéristiques ont donné une toute nouvelle image au genre dont les codes à l'aube des années 2010 n'étaient plus les mêmes que 10 ans auparavant. Certains rappeurs n'arrivent pas à rebondir de génération en génération, d'autres si. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'histoire de l'album Watch the Throne de Kanye West et Jay-Z. Pour comprendre les motivations à l'origine du projet collaboratif entre Jay et Kanye, il faut d'abord se pencher sur un autre homme qui va justement percer dans les années 2000 et qui va incarner parfaitement les codes qui vont avec celle-ci. Il s'agit d'un certain Dwayne Michael Carter Jr., plus connu sous le nom Lil Wayne. Après s'être fait repérer par Birdman, le chef du label sudiste Cash Money, Lil Wayne commence dans un groupe alors qu'il avait à peine 14-15 ans. Nous sommes à ce moment-là dans le milieu des années 90 et il faudra attendre une bonne dizaine d'années avant que Lil Wayne sorte des hits en solo qui sont désormais considérés comme des classiques. Et ce qui est bien, c'est qu'une fois après avoir touché un large public d'auditeurs tout en ayant le respect de ses compères, eh bien il peut lui aussi à son tour faire ce que Birdman lui avait fait, c'est-à-dire repérer des bons rappeurs et les mettre sur les feux des projecteurs. Et c'est ce qu'il va faire après avoir écouté une mixtape qui s'appelle So Far Gone d'un certain rappeur canadien encore inconnu du grand public à ce moment-là, Drake. C'est le début d'une longue histoire qui dure encore jusqu'à aujourd'hui. Drake signera chez Cash Money et atteindra le succès mondial promis dès son premier album au sein du label. Sauf que des rappeurs qui étaient bien placés dans l'industrie après la décennie des années 2000 remplie de succès ont commencé à avoir un peu peur pour leur business quand ils ont vu à quelle vitesse arrivait Drake et son mentor Lil Wayne en 2010. Mais la peur d'être dépassé a encore augmenté quand un bruit de couloir a commencé à circuler dans l'industrie. La rumeur qui arrivait progressivement dans les oreilles de nos protagonistes était que Lil Wayne et Drake préparaient un album en commun qui allait donner un dernier coup de massue aux résistants de l'industrie et allait permettre aux deux rappeurs d'être couronnés rois. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Je l'ai cité tout à l'heure, mais s'il y a bien un rappeur qui a donné un second souffle au rap et qui a ouvert un tout nouveau public à en écouter, c'est bien Kanye West. Le rappeur s'est d'abord fait signer dans le label Roc-A-Fella, connu pour avoir été fondé par Biggs, Dame Dash et Jay-Z. À la base, Kanye West n'était qu'un beatmaker qui avait produit notamment 7 titres. H to the Izzo, V to the Izzy. For shizzle, my nizzle used to dribble down the V. It's always something. Her auntie told your cousin. When I move, you move. Just like that. When I move, you move. Just like that. Mais après avoir harcelé le label pour qu'il le laisse rapper, il réussira finalement à sortir The College Dropout en 2004, gagnant le Grammy de l'album rap de l'année d'après. Un succès qu'il répétera en 2005 avec Late Registration, puis en 2007 avec Graduation, et en 2010 avec My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Et un truc qu'on sait tous sur Kanye West, c'est qu'il déteste être second. Fin 2007, Kanye West commence sa descente aux enfers. Après qu'il ait perdu sa mère, suivi de la fin de son couple avec Alexis Pfeiffer, qui ont donné l'échec critique, bien que pas musical, de son album 808 et Nurse Break, tous ces événements l'ont finalement poussé dans ses retranchements, et c'est à ce moment-là qu'il a réussi à délivrer My Beautiful Dark Twisted Fantasy. C'est exactement quand il sait que sa place sur le trône est en train de se faire prendre, qu'il arrive à activer un état second qui lui permet d'élever son génie musical au maximum. Sauf que cette fois-ci, Kanye a compris que ce n'était pas qu'une seule personne qui volait son trône, et que cette fois, il ne pourra pas régler cette affaire seul. Comme Drake, Kanye a un mentor. Un rappeur pour qui il a produit plusieurs titres, un rappeur qu'il a observé au sommet quand lui était encore inconnu du public.
Un rappeur considéré comme le roi de New York suite à la mort de Biggie. Un rappeur qui aura su se relever à chaque épreuve difficile, lui permettant de rester pertinent sur plus de 15 ans de carrière. Un rappeur qui à ce moment-là avait classé ses 11 derniers albums à la première place des charts. Un rappeur qui est considéré comme l'un des meilleurs rappeurs de tous les temps, à l'image d'un Tupac ou d'un Biggie. Ce rappeur, c'est Jay-Z. From standing on the corners bopping to driving some of the hottest cars New Yorkers ever seen. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood foul. If you feeling like a pimp, nigga, gone, brush your shoulders off. Ladies is pimps too, gone. Young Hov, y'all know when the flow is loco. Young B and the ROC, OG. Kanye respecte Jay-Z depuis toujours. Il n'a jamais manqué l'occasion de rendre hommage à son mentor sur ses albums, allant jusqu'à lui dédier un titre sur l'album Graduation. Big brother saw me at the bottom of the totem. Now I'm on the top and everybody on the scrotum. Jay-Z comme Kanye avait à apprendre en travaillant avec l'autre. Et bien sûr, les deux avaient une folle envie d'affirmer que même si les années ont passé, ils sont ce qu'il y a de plus fort dans le rap game et vont pour nous le montrer, construire eux-mêmes devant nos yeux leur trône. La pochette de l'album, bien que peu évocatrice, simplement dorée, illustre pourtant parfaitement bien ce qu'est l'album dans sa première lecture. Un pur album d'ego trip. Les deux rappeurs ne choisissent pas d'arriver avec finesse et élégance, mais plutôt avec affirmation et confiance, à la limite de l'excentrisme. On remarque d'ailleurs ces caractéristiques dans le clip de la chanson Otis, où le script n'est pas très élaboré. La vidéo donne une impression presque grossière. Jay et Ye font des tours avec une voiture qu'ils pimpent avec du feu, tout ça sur fond du drapeau américain, qui se retrouve d'ailleurs en énorme sur la pochette du single. Mais également lors de leur tournée, et c'est pas une initiative aléatoire. Finalement, cet album représente bien l'Amérique dans son excentricité. La chanson Otis, produite par Kanye West, sample une vieille chanson de Otis Redding, un chanteur de soul mort tragiquement à 26 ans lors d'un crash d'avion. Cette chanson symbolise bien ce dont l'album est fait, une dizaine de chansons qui sont pour leur grande majorité de l'ego trip. C'est-à-dire que là où les deux rappeurs auraient pu choisir de rapper sur des sujets de société, de leurs problèmes, de leur vécu, ils vont plutôt prendre l'angle de parler de leur richesse, leur style, leur succès. La pochette étant elle-même une œuvre d'art totalement faite d'or, la musique à l'intérieur de cet album en est l'image parfaite. Mais sur d'autres musiques, ils évoquent quand même des sujets un peu plus complexes, comme par exemple sur Why I Love You, qui parle de loyauté et de trahison. Sur une autre chanson qui s'appelle New Day, Jay-Z et Kanye se confessent à un fils qu'ils n'ont pas encore. C'est un morceau où ils parlent avec une vraie humilité et une sincérité, et qui fait un assez grand contraste avec d'autres morceaux qu'on a pu entendre plus tôt. Mais mon message préféré de l'album, c'est bien celui qu'il y a sur No Church in the Wild. La chanson parle du manque de sens de la vie et de réponse pour les non-croyants. Jay-Z exprime dans Welcome to the Jungle sa crainte de la célébrité et ses conséquences en citant beaucoup de personnes qui l'ont atteint et qui n'y ont pas survécu. Ils évoquent aussi la violence dans la communauté afro-américaine sur Murder to Excellence. Et enfin, on retrouve Frank Ocean sur Made in America, un hymne à ce qu'ont accompli les Afro-Américains depuis Martin Luther King. Et c'est ainsi que l'album s'est construit et a pu sortir le 8 août 2011. Au niveau de la production, pratiquement chaque musique a été produite par Kanye West. Par conséquent, l'album ressemble bien plus à un album de Kanye que de Jay-Z. Mais pour autant, si Kanye a bien voulu faire un album collaboratif,
c'était surtout pour apprendre à perfectionner son rap, ses textes. Un domaine où son mentor est bien meilleur et dont cet album va encore prouver qu'il peut rapper sur tout type de prod. En dehors de Kanye West, on retrouve des noms connus dans la production comme les Neptunes, Swizz Beatz, Q-Tip ou encore Mike Dean. L'album atteindra la première place du Billboard dès sa première semaine d'exploitation, avec des critiques favorables qui souligneront l'alchimie des deux rappeurs et de la qualité des productions de l'album, minimaliste mais grandiose, qui s'inscrivait parfaitement dans l'horizon musical de cette époque. Mais ce que l'histoire retiendra surtout, ce n'est ni de l'album ni de la tournée qui va l'accompagner, mais bien de son single phare. Cette chanson deviendra un phénomène, s'inscrivant comme l'une des chansons les plus connues de Jay-Z et Kanye West, mais également comme l'une des chansons les plus connues de l'histoire du rap. De l'ego trip, en veux-tu, en voilà. Sur un beat percutant et minimaliste, sur lequel Kanye enchaîne au couplet rempli d'énergie de Jay-Z, la chanson aura tellement d'impact qu'elle sera jouée une dizaine de fois d'affilée dans certaines villes comme à Paris par exemple. Et c'est sur cela que la vidéo se conclut. Watch the Throne, comme vous l'avez vu, c'est 12 chansons qui, même si la plupart sont des musiques où Jay-Z et Kanye se vantent de leur réussite, certaines autres cachent des couplets bien plus profonds qui méritent le détour. L'impact qu'aura eu l'album est celui d'avoir influencé toute une nouvelle génération de rappeurs ainsi que de producteurs en leur montrant ce qu'était un album fait par deux mastodontes du hip-hop. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller découvrir cet album ou à aller le redécouvrir. Mais avant ça, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à me dire dans les commentaires quelle est votre musique préférée de cet album. Si vous êtes intéressé, j'ai aussi mis dans la description un lien pour écouter mes propres musiques et vous pourrez également retrouver mes réseaux sociaux juste en dessous en description. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.